Alors, on va maintenant aborder les façons dont les outils de communication alternative améliorés vont pouvoir favoriser les interactions et aussi le langage. Comme on entend parfois, ça ne va pas du tout les freiner, au contraire, ça va vraiment les favoriser. Donc, on va voir ça tout au long de cette partie. Donc déjà, un rappel sur ce que c'est que la communication. Donc, dans ce schéma de la communication, le destinataire envoie un message au destinataire. Le destinataire, lui, est censé recevoir le message. Pour être opérant, ce message requiert un contexte auquel il renvoie, un contact qui va permettre d'établir et de maintenir la communication, et un code. Ce code, il doit être commun au moins au destinateur et au destinataire, pour que les deux personnes puissent se comprendre. Ce code, c'est pas forcément le langage. Il va pouvoir être des images, des gestes, de l'écrit, des pictogrammes, le regard tout simplement, des mimiques, les postures. Tous ces outils, ce sont déjà des formes de communication, même si ce sont des formes de communication non verbale. Il faut les prendre en compte parce que ce sont des modes d'expression. Le processus de communication, on dit que c'est une boucle de rétroaction, c'est-à-dire que chacun des interlocuteurs exerce une influence sur l'autre, et ce, de façon continue. Ça peut être de façon consciente ou non, mais ça se passe quand même. On dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Même quand on reste comme ça à rien faire, finalement, on est déjà en train de communiquer. Il y a des études qui montrent que pour comprendre un message, les gestes et les expressions du visage comptent pour 55%. La façon dont la voix est posée va compter pour 38%, et le sens des mots compte seulement pour 7%. Donc il y a vraiment une grande part de messages finalement dans la communication non verbale. La communication, elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle. Elle est intentionnelle quand on formule un message verbal par exemple, et puis elle peut être non intentionnelle quand on se met à trembler ou à rougir. C'est aussi un message parce que ça traduit la façon dont on se ressent, mais ouais, c'est pas forcément le message qu'on a envie de faire passer. Le langage, quant à lui, on dit que c'est le processus par lequel les pensées vont devenir des signes, c'est-à-dire les signes qui sont des mots. C'est un système de symboles qui se réfère à un code, mais c'est seulement un code parmi des centaines d'autres. Comme on l'a vu, il y a énormément de façons de pouvoir transmettre un message. Le langage, c'est seulement un code parmi d'autres. Donc on voit bien là la différence entre la communication d'un côté et le langage de l'autre. La communication, c'est vraiment cette relation, cette rétroaction, tandis que le langage, c'est le contenu, le code avec lequel on parle. On dit qu'on peut communiquer sans oraliser, c'est-à-dire par tous les moyens qui ne sont pas du langage oral. Comme je disais tout à l'heure, le regard, les mimiques, avec de l'écrit, avec des pictogrammes. Tout ça, c'est pas de l'oral, mais ça reste de la communication. À l'inverse, on peut aussi oraliser sans communiquer. Par exemple, les enfants qui font de l'écolalie, ils vont être dans l'oralisation, mais c'est pas de la communication dirigée vers un interlocuteur. Si on reprend le schéma, certes on a le message, mais finalement on n'a pas vraiment ce destinateur et ce destinataire. Nous, notre objectif, bien sûr, ce ne sera pas le langage, ce sera la communication, ce sera les interactions, ce sera la relation entre l'enfant et ses interlocuteurs, l'enfant et son entourage, l'enfant et ses parents et ses enseignants et toute sa famille. Peu importe le code, ce qui compte, c'est qu'on ait cette communication. On a souvent des craintes qui sont évoquées par les parents ou d'autres personnes qui ne sont pas formées aux outils de CAA ou même à la communication plus largement. On dit que quand on met en place ces outils, l'oralisation ne va pas se développer ou on va faire que travailler ça. Je vais vous présenter des craintes qu'on a souvent, qu'on entend souvent. Mais les études le montrent, il n'y a aucune alternative à la parole qui a eu l'effet d'empêcher le développement à la parole. C'est-à-dire que même si on met en place des moyens de communication alternatifs, si la personne a les capacités de parler, ça ne l'empêchera jamais de parler, au contraire. La crainte numéro 1 qu'on entend souvent, c'est que la mise en place d'un outil de CAA, ça va ralentir, voire même ça va empêcher le développement du langage oral. Alors pour répondre à ça, on peut dire que déjà les outils de communication alternatifs améliorés, c'est des aides à la communication et à l'oralisation. Toutes les études montrent que finalement quand les personnes sont
en mesure d'employer la parole, elles vont le faire parce que utiliser la parole, c'est plus rapide, c'est moins coûteux au niveau moteur, c'est moins coûteux en temps, en tout. Donc si la personne est capable d'oraliser, elle le fera et elle laissera tomber son moyen de communication alternatif. Il y a aussi beaucoup d'exemples cliniques qui montrent que finalement l'oralisation s'est développée après la mise en place de l'outil de communication. Parce que finalement l'idée c'est d'enseigner le principe de la communication, que ce soit avec du verbal ou non. Ce qui compte c'est la fonction de communication, c'est la relation, c'est l'interaction. Le code il vient après. Donc, si on enseigne la communication, même si c'est avec un moyen alternatif, à la limite, peu importe. Et puis l'oral, il se développera après s'il doit se développer. Mais en tout cas, mettre en place une communication alternative ne freinera pas, ne ralentira pas le développement du langage oral. Si on reprend un petit peu la trajectoire développementale d'un enfant typique, finalement au début, il va juste dire bi, et puis après peut-être qu'il dira bibon, puis après il dira veut bibon, voilà, il va finalement développer son langage comme ça, il ne restera pas toute sa vie à bi. Parce finalement, on va façonner successivement ses nouveaux comportements. Quand il va mettre en place un nouveau comportement verbal, quand il en sera à dire par exemple je veux mon biberon, on ne répondra plus aux fois où il dit juste biberon. Donc, finalement, ça se fait tout seul et si on reprend la trajectoire développementale, on voit qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc, quand on met en place une communication alternative, s'il commence à y avoir une oralisation, il n'y aura pas non plus de retour en arrière avec la reprise du moyen de communication alternatif. Moi-même, je peux vous citer plein d'exemples où on a mis une communication alternative en place avec un enfant parce que la priorité, c'est quand même toujours la communication et toujours éviter les comportements inadaptés. Et puis, ils ont commencé à oraliser ensuite. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on a laissé de côté le moyen de communication alternatif. Et puis maintenant, ce sont des enfants qui oralisent très bien. Une deuxième crainte qui peut être évoquée par les parents ou même d'autres professionnels ou des enseignants, c'est que les professionnels n'aient plus vraiment le projet d'amener l'enfant vers l'oralisation quand il commence à mettre en place un moyen de communication alternatif. Voilà, ça on peut répondre que on vit toujours quand même dans une société oraliste. Donc le but dans la prise en charge d'un enfant, ce sera toujours d'essayer de l'amener à une communication orale, à un adulte aussi d'ailleurs. Étant donné qu'on vit dans une société où la plupart des messages se font verbalement, si on veut que l'enfant soit intégré le mieux possible dans la société, bien sûr, le projet, ce sera toujours d'amener l'enfant vers l'oralisation. Mais parce que ça peut prendre du temps, parce que c'est pas toujours possible, il se peut que l'étape intermédiaire, ce soit parfois la communication alternative. Et puis de toute façon, il faut se dire que même si c'est un outil de communication alternatif, ça vaut toujours mieux pour se faire comprendre que des troubles du comportement. Ça, je pense que voilà, tous les parents seront d'accord. Plutôt que d'avoir une crise, il vaut mieux avoir un enfant qui donne un picto. Même si c'est pas le mot, pour l'instant, tant pis, mais ça vaut toujours mieux qu'une crise. Une autre crainte qu'on entend souvent évoquer, c'est que l'enfant il soit stigmatisé parce qu'il utilise un moyen de communication alternatif ou amélioré. Voilà, on voit un enfant qui signe, c'est bizarre, ou un enfant qui se promène avec un classeur autour du cou pour pouvoir communiquer, mais tout le monde va le regarder. Ça, je pense que à ça on peut répondre que je pense qu'il sera davantage stigmatisé si pour se faire comprendre, il se roule par terre, qu'il crie, qu'il a vraiment des comportements très agressifs. C'est déjà très stigmatisant. Je pense qu'entre avoir un classeur autour du cou et faire des crises, ce qui sera le moins stigmatisant pour l'enfant, ce sera quand même d'avoir son classeur. Et puis en plus aujourd'hui avec les avancées de la technologie, ces outils de communication alternatifs, ils peuvent prendre la forme soit d'une tablette, on a des applications aussi sur des iPads, des iPod Touch, puis finalement ça pourra même attirer les autres enfants qui vont s'intéresser au mode de communication, ça va les faire entrer en interaction, en relation, et puis finalement ce sera l'effet tout à fait inverse et ce sera plus du tout stigmatisant.